Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. À l'entame, nous parlerons politique. Le cadre permanent de consultation s'est penché hier sur les conditions d'organisation des prochaines consultations électorales. Ceci à la suite d'une convocation du ministère de l'administration territoriale. Le point tout à l'heure. Nous nous intéresserons après cela au renforcement du partenariat entre le Togo et l'Alliance solaire internationale. De nouvelles précisions sont à suivre dans ce journal. Ensuite, pour le compte de l'actualité étrangère, la Tunisie est de plus en plus une terre hostile aux migrants africains. Les tensions sont vives entre ces derniers et les habitants du pays. La solution, selon eux, quitter le pays. On en parle dans un instant. Et enfin, le sort des enfants en période de conflit préoccupe le Conseil de sécurité des Nations Unies. 27 000 violations de droits ont été commises à leur égard, un nouveau chiffre record selon l'organisation. Restez avec nous, vous en saurez davantage dans le développement. Bienvenue à tous. Le cadre permanent de concertation CPC a repris ses travaux hier mercredi sur invitation du ministère de l'administration territoriale. Ces partis politiques se sont penchés sur deux sujets dont l'état d'avancement des préparatifs des prochaines élections. Le compte rendu avec Promise Komegbe. Les opérations de recensement ne reprendront probablement pas dans la première zone et ceci pour plusieurs raisons. Répondant aux demandes de plusieurs acteurs politiques, le ministère de l'administration territoriale a invité les partis de l'opposition, membres du cadre permanent de concertation, à 2 jours de travaux, 10e et 11e réunion donc du CPC, portant d'une part sur l'état d'avancement des travaux préparatoires des élections régionales et législatives, et d'autre part les points sur l'exécution des recommandations de la concertation nationale entre acteurs politiques, CNAP. Les discussions au premier jour ont concerné la reprise des opérations de recensement dans la première zone. Selon le président du NET, parti membre du CPC, entre autres raisons évoquées qui rendent improbable la réouverture du recensement, l'on note la progression d'environ 20% par rapport à 2020, le nombre record de multiples enregistrements, sans oublier le fait que les opérations, si elles devraient reprendre, devraient l'être partout où il y a eu dysfonctionnement, ce qui reviendrait trop coûteux. Les discussions se sont poursuivies ce jeudi avec pour objectif de trouver un consensus. Le Togo compte renforcer son partenariat avec l'Alliance solaire internationale ASI. À cet effet, les points ont été mis sur les i par le chef de l'État en audience avec le directeur général de l'Alliance. Dans cet élément, nous vous présentons les intérêts de cette démarche. Une nouvelle page s'ouvre pour le Togo et l'Alliance solaire internationale, l'ASI, une alliance intergouvernementale initiée en 2015 pendant la COP 21, dont la vision est de faire de la meilleure exploitation de l'énergie solaire une réussite dans le but de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les aspirations de cette décision sont multiples. Mettre des projets en place pour alimenter les populations en énergie solaire abordable, créer de l'emploi dans le pays au travers de ces projets, assurer le développement des zones rurales et attirer beaucoup plus d'investisseurs privés. Les mises au point ont été faites en début de semaine entre le chef de l'État Faure Gnassingbé et le directeur général de l'ASI, Adjaye Martur. L'on retient de ce renforcement de partenariat qu'il y aura des opportunités de création d'emplois pour la jeunesse. Celui-ci permettra également de drainer un nombre important d'investisseurs privés et à œuvrer en faveur de la couverture universelle en ce qui concerne l'objectif de développement durable 7 qui traite de la garantie de l'énergie propre avec un coût abordable. À partir du samedi prochain, chants et danses rythmeront avec les mélodies de flûte dans la préfecture de la Kosa. Cette ambiance marque la célébration des luttes traditionnelles en pays Kabylie. C'est également une période au cours de laquelle l'administration togolaise tourne au ralenti.
Les regards sont désormais focalisés sur la préfecture de la Kosa du 8 au 16 juillet. Et pour cause, l'édition 2023 de la traditionnelle lutte des Evala s'y vont dérouler. Pendant presque une semaine, cette tradition du peuple kabylais rassemblera de jeunes lutteurs autour des arènes. Ceci constitue un rite initiatique, séculaire et prépare les jeunes à faire leur entrée dans la classe des adultes. Malheureusement, pendant toute cette période, l'administration publique togolaise se vide pour l'événement. Tous les hauts cadres, les directeurs généraux, les députés, responsables politiques, autorités traditionnelles, administratives et militaires, natifs ou non du milieu, prennent part aux festivités. Des déplacements qui bloquent généralement le bon déroulement des activités dans les administrations publiques, puisque la quasi-totalité du personnel se retrouve dans la Kosa pour les Evala. Les vacances scolaires s'étendent sur une période de 2 à 3 mois. Si certains apprenants en profitent pour se reposer et développer de nouvelles compétences, d'autres, par contre, se livrent à des actes lourdement répréhensibles. Harold Mensanhato nous rappelle les risques dans cet élément. S'étalant sur une période de 2 à 3 mois, les vacances scolaires sont un moment destiné au repos et à la stimulation des élèves et apprenants en dehors du cadre scolaire. Elle a en théorie pour but de permettre de s'adonner à des activités extrascolaires, à des tâches génératrices de revenus ou à une formation afin d'étoffer son curriculum vitae. En pratique, cette période se transforme le plus souvent en moment d'oisiveté, d'angoisse ou de plaisir sans réelle limite. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir certains jeunes en profiter pour se consacrer à des actes de déviation morale et à des pratiques sexuelles à la limite de l'interdit, loin des regards et de la surveillance de leurs parents. Ces actes entraînent parfois des grossesses dont les auteurs sont punis par la loi. Pour rappel, depuis le 28 novembre 2022, la loi intitulée « Loi portant protection des apprenants contre les violences sexuelles au Togo » expose à des peines de 1 à 5 ans de prison et de 1 à 5 millions de francs CFA d'amende toute personne coupable d'atteinte à l'intimité, d'attouchement, de harcèlement, de pédophilie et de viol sur les enfants dans les institutions éducatives. L'amende est doublée si l'enfant a moins de 16 ans. Même si cette loi ne précise rien concernant les vacances scolaires, on considère qu'elles sont comprises dans son champ d'application. Cependant, les parents sont eux aussi appelés à faire preuve d'une vigilance accrue dans cette période de longue pause. Des actes inciviques sont toujours fortement présents au Togo. Malgré la volonté des autorités de gérer les ordures ménagères, certains riverains réticents à s'abonner au service de ramassage continuent de déverser leurs détritus dans l'espace public. Harold Mensanhato pour les précisions. Depuis quelques années, le Togo tente de diminuer le taux d'incivisme au sein de sa population. Cette décision sanitaire et écologique résulte de la prise de conscience des décideurs et d'une majorité des Togolais. En raison de la démographie de plus en plus importante, des constructions qui se multiplient et du manque de terrain disponible, y compris dans les réserves administratives, le Togo fait face à des difficultés en ce qui concerne la gestion des ordures. Il s'agit d'un sérieux problème pour les gouvernants et représente un risque accru pour la santé publique. Pour y remédier, plusieurs communes du Grand Lomé ont instauré depuis 2019, en collaboration avec des structures privées, une précollecte des ordures ménagères. Son objectif est de permettre aux foyers de se débarrasser de leurs détritus, tout en favorisant la disparition progressive des dépotoirs sauvages dans de nombreux quartiers. Cependant, malgré la volonté des autorités municipales, certains foyers ne sont pas abonnés aux structures de ramassage des ordures et plusieurs d'entre eux font toujours preuve d'incivisme. Dans certains quartiers, où presque toutes les maisons sont abonnées, des personnes continuent de déverser leurs immondices dans la nature et d'autres n'hésitent pas à encombrer la voie publique de jour comme de nuit. Face à cette montée de l'incivisme qui menace l'environnement et la santé des riverains, il est important pour les maires de prendre des décisions pour pousser les contrevenants à se plier aux règles. C'est tout pour les actualités nationales. On s'intéresse à présent à celles étrangères. Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, est en visite depuis hier au Niger. Les discussions entre le représentant de l'Union européenne et Mohamed Bazoum ont principalement porté pour l'heure sur le développement socio-économique du Niger et les questions humanitaires. Le point.
Le Niger est un moteur économique pour le Sahel, a déclaré Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et vice-président de la Commission européenne à l'issue de sa rencontre avec le président nigérien Mohamed Bazoum mercredi. Cette visite sera l'occasion de renforcer le partenariat entre l'Union européenne et le Niger et d'aborder diverses questions bilatérales, régionales et mondiales. Le Niger est un partenaire solide, fiable, aussi bien du point de vue politique que sécuritaire. Et nous appuyons énormément avec toutes nos forces au président Bazoum. Nous appuyons sa vision régionale, sa vision du développement économique qui combine la sécurité avec la croissance, avec l'éducation. Joseph Borrell inaugurera également la centrale solaire de Gourabanda, cofinancée par l'Union européenne aux côtés du président Bazoum et autres dignitaires nigériens. On s'en rappelle, Bola Tinubu, le président nigérien, avait, au lendemain de son investiture, supprimé la subvention de l'État sur le carburant. Mais même si cette disposition pourrait faire économiser plus de 100 milliards de dollars au pays selon la Banque mondiale, elle a fait chuter devant 8% la consommation quotidienne de la population. Avec la fin des subventions, les Nigérians s'approvisionnent beaucoup moins en carburant. Selon l'organe en charge de la régulation de ce secteur, en moyenne, la consommation quotidienne a chuté de 28%, passant de 66 millions de litres à 48 millions de litres pour le mois de juin. Dans le même temps, les prix ont triplé à la pompe depuis le 29 mai dernier, provoquant la colère des syndicats des transporteurs. Les petites entreprises et des millions de ménages qui dépendent des groupes électrogènes pour s'alimenter en électricité sont fortement touchés. Les subventions sur le carburant avaient permis de maintenir des prix bas pendant des décennies dans la plus grande économie d'Afrique et de nourrir un marché de la contrebande dans les pays voisins. En revanche, elles ont obligé l'État à emprunter beaucoup plus, augmentant la dette publique. L'année dernière, le gouvernement a dit avoir dépensé 10 milliards de dollars pour maintenir cette mesure. Selon la Banque mondiale, le pays pourrait économiser plus de 5 milliards de dollars cette année. Partons pour la Tunisie. Les migrants africains ne sont plus du tout en sécurité dans le pays suite à une altercation entre l'an 2 et un habitant de la ville de Sfax. Et ils sont désormais la cible de tout type de violence. Certains d'entre eux s'efforcent à quitter le pays. Taux de chômage de plus de 32% en Afrique du Sud, des milliers de mineurs illégaux non enregistrés fouillent les mines obsolètes à la recherche d'or dans des conditions difficiles et souvent périlleuses. Après l'altercation entre migrants et habitants de Sfax qui a causé la mort d'un Tunisien de 41 ans, des migrants d'Afrique subsaharienne essaient de fuir la ville côtière où les tensions raciales se transforment en violences ciblées. Après les funérailles de la victime, des Tunisiens s'en sont pris à eux et des dizaines ont été expulsés de force de la ville, ont indiqué des témoins mercredi. Il y a un problème sérieux à Sfax. Il y a un subsaharien qui a tué sur les Tunisiens et du coup la population tunisienne est fâchée contre tous les subsahariens. Et la population tunisienne s'attaque aux subsahariens et même la police tunisienne essaie d'arrêter illégalement tous les subsahariens, des fois pour aller refouler dans les déserts de la Libye, ce qui n'est pas normal. Bon, on a vraiment peur d'être ici, c'est pourquoi on veut à tout prix quitter d'abord Sfax. Des centaines d'habitants en colère se sont massés dans les rues de Sfax mardi en fin de journée, exigeant l'expulsion de tous les migrants illégaux. Des policiers ont chassé des dizaines de migrants de leurs maisons sous les acclamations des habitants de la ville avant de les embarquer dans des voitures de police. Avant, la Tunisie était un pays d'accueil pour nous, on vivait à l'aise ici, mais comme on n'est pas les bienvenus en Tunisie, la solution serait de traverser la Méditerranée pour aller en Europe, parce que rentrer dans nos pays aussi n'est pas facile. Les autorités tunisiennes ont expulsé un groupe de 100 migrants de Sfax par la frontière libyenne, selon une déclaration commune du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et d'une vingtaine d'autres organisations non gouvernementales. Actualité hors Afrique, la pire saison d'incendie de forêt que traverse le Canada cette année est loin de prendre fin. Cependant, elle n'empêchera pas les sapeurs-pompiers venus en renfort de plusieurs pays d'accomplir leur mission. Ce Sud-Africain passe par tous les moyens pour se motiver.
Dans un motel de Foss Creek à Alberta, un groupe de pompiers sud-africains prend une pause pendant leur réunion matinale pour exécuter une danse traditionnelle avant d'entamer leur journée. Plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, ont déployé des pompiers au Canada pour contribuer aux efforts locaux de lutte contre les incendies de forêt. Malgré ces tours de tâche, les soldats du feu de la nation arc-en-ciel ne perdent pas le moral. Nous avons rencontré des pompiers australiens et canadiens. C'est vraiment agréable de travailler avec eux. Les autorités canadiennes affirment qu'il s'agit de la pire saison d'incendie de forêt que le pays n'ait jamais connue. Les incendies au Canada sont totalement différents des incendies en Afrique du Sud. Les incendies souterrains principalement ne nous sont pas familiers. Nous sommes encore en train de nous acclimater à toutes ces excavations car en Afrique du Sud, les incendies se déclarent généralement sur le sol. 638 incendies brûlent actuellement au niveau national, dont 333 considérés comme hors de contrôle. Le Centre interagence des feux de forêt du Canada signale 136 incendies actifs au Québec et 109 à Alberta, et s'attend à ce que la qualité de l'air reste préoccupante tout au long de l'été, tant que les incendies se poursuivront. Dans l'établissement Métis d'East Prairie, plusieurs personnes ont perdu leur maison, dont Carol Johnston, qui se tient sur les ruines de sa maison détruite par un incendie de forêt en mai. On m'a dit que c'était comme une boule de feu qui s'était abattue sur la maison et qu'elle a implosé. Ils n'ont rien pu faire d'autre que de se tirer d'ici parce que ça brûlait si fort et si vite. C'est ainsi que notre maison a disparu. Tout ce que nous possédions s'est envolé. Presque toutes les provinces du Canada sont touchées par des incendies. Selon Ottawa, une superficie record de 88 000 km² serait partie en fumée, soit un peu plus de la taille de la Sierra Leone. Nous vous l'avons dit dans les titres, l'Organisation des Nations Unies se dit préoccupée par la situation des enfants dans les conflits un peu partout dans le monde. L'organisation a informé que selon le rapport annuel du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, 27 000 violations ont été commises contre 21 000 en 2021, en chiffre record. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été informé mercredi du rapport annuel du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. Le directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF, Omar Abdi, a déclaré que le rapport de cette année comprend le plus grand nombre de violations graves jamais vérifiées par les Nations Unies, soit plus de 27 000, contre 24 000 en 2021. Le rapport du secrétaire général de cette année comprend à la fois le plus grand nombre de violations graves jamais vérifiées par les Nations Unies et le plus grand nombre de situations préoccupantes. L'UNICEF est gravement préoccupé par le sort des enfants dans les situations les plus récemment ajoutées au rapport, notamment à Haïti et le Niger cette année, et l'Éthiopie, le Mozambique et l'Ukraine en 2022. Ce rapport annuel fournit des informations sur les 6 violations graves commises à l'encontre d'enfants, malgré les dispositifs robustes mis en place. Voilà donc ce qui vient mettre fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.